le débat contradictoire. On va faire place tout de suite aux questions. Je le rappelle, vous pouvez nous les envoyer par mail à questions@débat-cigeo.org, par SMS au 32 321 avec le mot-clé débat et bien sûr, postez vos réactions sur Twitter avec comme hashtag CIGEO. Cette première question nous vient du maire d'Épizon qui nous dit « Nous sommes dans la zone des 10 km de Bure-Saudron. En 97, les 18 communes haut-marnaises concernées ont voté unanimement en faveur du labo. Notre petite région devait bénéficier d'un développement devant lui permettre de revivre. 15 ans plus tard, les quelques entreprises qui existaient encore ont disparu. Certaines de nos communes ne bénéficient pas encore du haut débit. Aucune ne reçoit la 3G. La plupart de nos routes sont en mauvais état. Peut-on réellement attendre un vrai développement de ce nouveau projet ?» C'est donc le maire d'Épizon, dont je ne connais pas le nom, qui nous pose cette question. Oui. Peut-être d'abord, la question se pose à Monsieur Torres. Quelle certitude avez-vous qu'il y aurait un développement ? Et après, on donnera la parole à Monsieur Thuillier. Alors, évidemment, si le projet se fait et si nous obtenons l'autorisation, nous avons forcément des certitudes car nous connaissons déjà ce qu'a pu apporter, nous avons la preuve de ce qu'a pu apporter déjà l'activité évidemment du laboratoire, mais aussi encore une fois dans le département de l'Aube, les deux centres que nous exploitons dans ce département à quelques kilomètres de la Haute-Marne. Donc évidemment en termes d'emploi, que ce soit les emplois directs ou indirects. Après, les fourchettes de chiffres, quand on fait de la prospective, effectivement, peuvent évoluer. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, que ce soit dans l'Aube et la Meuse et la Haute-Marne, c'est quand même plus de 500 emplois directs qui ont été créés. Beaucoup de commandes, plusieurs millions d'euros de commandes passées annuellement à des entreprises locales, qu'elles soient du département de la Meuse, de la Haute-Marne ou de l'Aube, puisque pour donner un exemple, en 2012, sur les centres industriels de l'Andra dans l'Aube, plus de 35% des commandes ont été passées avec des entreprises locales. Bertrand Thuillier, vous vouliez réagir ? Oui, écoutez, oui, c'est toute la question. Et la première différenciation donc, entre activité et développement est tout à fait est là. Parce qu'en réalité, en termes de développement, ce qu'il faut savoir, c'est quand on regarde les dotations, par exemple, je peux le demander à Monsieur Valenton, quelles sont les dotations et quelle est la répartition, par exemple, pour la formation, pour la recherche, pour le transfert de technologie du GIP de la Meuse ? Hugues Valenton ? Ça, c'est du développement. Alors, moi, Non, mais répondez, Monsieur Valenton. Quel est le pourcentage des questions de formation, de développement ? Il vous répond. Je répondrai sur un point par rapport au fonds d'accompagnement. Dans tous les grands chantiers, d'une manière générale en France, c'est une procédure qui existe. On a des fonds d'accompagnement. Alors, à quoi ils servent ces fonds d'accompagnement ? Eh bien, ils servent à faire en sorte à ce que le territoire, justement, puisse amortir, puisse se préparer à l'arrivée d'un grand chantier. On peut regarder sur d'autres sites, que ce soit sur les sites nucléaires, par exemple, à Flamanville ou ailleurs. Vous avez une procédure grand chantier, vous avez des fonds d'accompagnement qui, comme leur nom l'indique, accompagnent le territoire. Alors, sur les chiffres précis par rapport à la formation et par rapport au développement économique, moi, j'ai pas les chiffres qui relèvent des GIP et donc des collectivités locales avec moi. Par contre, ce que je peux dire, c'est que il nous reste encore un petit peu de temps avant d'amortir à l'arrivée du grand chantier. Et donc, l'idée qui est derrière ces fonds d'accompagnement, c'est bien de pouvoir se préparer, anticiper, et donc faire en sorte à ce que ces financements, et je sais qu'ils vont sur des actions qui sont des actions de développement économique, à ce que ces financements puissent préparer effectivement l'arrivée du chantier. Est-ce que je peux répondre ? C'est-à-dire qu'en fait, pour anticiper, il faut bien former, il faut bien faire cette recherche, ce développement, etc. Et en 2012, la part de GIP donc pour la Meuse, ça a été 2,8% pour ces aspects-là, c'est-à-dire pour la formation, la recherche, le développement et le transfert de technologie. Alors quand on dit qu'on anticipe, nous on n'anticipe pas et on ne fait pas de développement. Quand on regarde par exemple... C'est faux, il y a quelques formations, attendez, il y a déjà des formations qui sont en place. C'est dans le document du CESEL, page 49. Monsieur Thuillier, je ne parle pas du pourcentage. Ce que je dis, c'est important, 2,8%. Non, je dis qu'il est faux que nous n'anticipons pas. On a des exemples très concrets dans le monde de la formation. Il existe depuis quelques années aujourd'hui à Saint-Dizier une formation qui forme les gens à travailler en milieu ionisant, directement connecté à notre activité. On prend des apprentis, des stagiaires. Cette formation a été mise en place avec le support d'EDF en particulier
et des autres acteurs de ce projet. Il existe des partenariats avec l'UTT de Troyes, avec lequel nous avons différents projets sur lesquels nous travaillons également. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas d'anticipation. Après, le montant, Madame Andriot est membre du GIP, il y a d'autres élus qui le sont. Justement, Madame Andriot pourquoi ils font tel ou tel choix. Moi, ça, je ne le sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a des actions précises et concrètes. Et pour terminer, simplement un mot sur le développement. Au-delà donc des emplois directs et autres, prenons encore une fois l'exemple du département de l'Aube, à quelques kilomètres de la Haute-Marne. L'activité générée par l'ANDRA, les fonds d'accompagnement, puisque ça existait également pour nos 2 installations, nos 2 implantations dans l'Aube, ont permis aux élus, parce que ça passe par un travail fort des élus, d'implanter d'autres activités, d'attirer d'autres entreprises qui n'avaient rien à voir avec notre activité et qui font qu'aujourd'hui, le canton de Soulaine, par exemple, est un des rares cantons dont la population augmente, dont le nombre de constructions neuves augmente, et donc qui bénéficie réellement d'un développement. Patricia Andriot, Conseil régional. Alors, plusieurs éléments de réponse et peut-être aussi de questionnement. Sur la question de l'anticipation, s'il y a quelques formations récentes qui sont mises en place, quand même, la question des volumes par rapport à l'enjeu pose question. À ma connaissance, le Conseil régional n'a été saisi que très récemment sur une opération de GTEC très partielle sur ces questions-là. Donc, il n'y a pas d'anticipation au sens d'un schéma global. Mais en même temps, je ne veux pas être contradictoire par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand même, pour revenir à ce que vous disiez sur l'arbitrage entre court terme et long terme, il y a, je crois, dans ce projet, un problème de calendrier. On est sur un projet qui engage à des millions d'années. Prenons le temps de faire les choses. Procédons par étapes. Répondons aux questions de sécurité. Ensuite, puisqu'on voit de toute façon qu'il faut prendre du temps pour le passage à la phase industrielle, si elle devait avoir lieu, à ce moment-là, une fois qu'il y aura eu le débat démocratique, on pourra engager de l'argent public. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, par rapport à la question des retombées du développement économique, moi, je fais un constat qui n'a peut-être pas de lien, mais quand même, la réponse, c'est... Alors, sur les chiffres que la Haute-Marne a touchés, j'ai lu dans un document, dans le document du Césaire, 176 millions d'euros. Les chiffres du GIP sont 226 millions d'euros. Donc, il y a une approximation. Vous avez dit, on est dans de la prospective tout à l'heure, donc c'est difficile, donc il y a de l'approximation, mais je constate quand même que sur les termes et les questions de retombées économiques, on est dans des fortes marges d'erreur, que ce soit en termes de chiffres qui devraient pourtant être avérés, ou en termes d'emploi, puisqu'on est quand même sur des chiffres à plus ou moins 40%. Mais quand même, au regard de ces 176 ou 200 millions d'euros, disons, déversés sur le territoire, ce que je constate, c'est que la Haute-Marne continue à perdre 1000 habitants par an. Donc, par rapport à ce que dit le maire d'Épizon, et pour répondre à cette question, effectivement, il y a quand même un malaise par rapport à ce qui a été promis aux élus. Et l'autre question, c'est celle sur le développement économique. Vous dites qu'il y a une implication, 35% des entreprises locales peut-être, je ne sais pas. Ce que je constate, c'est que dans les cahiers d'acteurs, dans tous les propos des acteurs économiques, j'ai assisté en juillet à une réunion de bilan des grands opérateurs en termes d'accompagnement du développement économique. Il y a un malaise effectif dans l'accompagnement. Il y a selon d'où on se place, on dit qu'il y a une incapacité des entreprises locales parce qu'elles sont trop petites d'avoir accès au marché public. Donc les entreprises, de toute façon, à corps et à cri, elles disent aujourd'hui, il faut changer de braquet par rapport à l'accompagnement économique. Mais avec quel argent? Donc on ne peut pas nier qu'il y a un malaise par rapport à ce développement économique qui est attendu aujourd'hui. Oui, alors je voudrais juste... je voudrais juste... Une réaction rapide. Rapide, pour compléter ces chiffres et pour être concret. Les entreprises et l'emploi sont un grand chapitre que j'aimerais beaucoup qu'on développe. C'est bien pour ça. Je complète avec les entreprises. Il y a un groupement qu'on appelle Énergique 55-52 qui existe, et je vois M. Valenton qui est tout à fait d'accord avec moi. Donc on est bien d'accord. Nous sommes tous d'accord. Voilà, alors on est tous d'accord et c'est très bien. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce groupement a été créé en 2006. Depuis 2006, il y a eu 170 millions d'euros qui ont été passés en termes de commandes par les opérateurs. Et quand on regarde ce qui s'est passé en 2012, il n'y a eu que 27 millions d'euros. C'est-à-dire qu'en fait, depuis 2006, et sans doute pour des questions d'accompagnement, de formation, etc., il n'y a pas eu d'augmentation, alors que ça fait quand même depuis 6 ans, il n'y a pas eu d'augmentation du nombre de commandes passées à ce groupement Énergique 55-52. Donc on voit bien que là, il y a un souci. On voit bien que la formation, l'anticipation, tout ça, il n'y a rien de présent. Et donc, comment les entreprises haut-marnaises vont pouvoir accueillir un tel chantier, sachant que la plupart des emplois qui sont prévus par l'ANDRA sont des emplois de sous-traitance durant la durée de la construction et où il n'y a absolument rien de... Enfin,
on sait très bien que la sous-traitance, ça risque de passer bien au-dessus des entreprises. Monsieur Thuillier, quelques réponses. Il faut quand même préciser que grâce à justement l'organisme Énergique 52-55, le nombre d'entreprises avec lesquelles l'ANDRA a pu collaborer a augmenté. Donc le volume des commandes dépend effectivement de ce que nous avons à consommer et à acheter, mais par contre le nombre, et c'est très important, parce que le nombre d'entreprises capables aujourd'hui et susceptibles du coup de le refaire, de remporter des marchés ou des commandes ou des contrats chez nous, est en croissance. Nous organisons depuis plusieurs années un événement qui s'appelle « Devenez prestataire de l'ANDRA », où nous accueillons toutes les entreprises des départements et des régions qui souhaitent travailler avec nous, qui souhaitent nous découvrir. Nous avons également renforcé nos équipes internes au niveau des gens qui sont en charge de porter les achats pour qu'elles puissent accompagner sur le plan administratif les entreprises qui souhaitent répondre chez nous. Et on a de nombreux exemples encore, alors évidemment, mais chaque entreprise qui réussit à contribuer, c'est déjà bien. Et chaque entreprise qui gagne un marché et un contrat en est parfaitement satisfaite. Il y a des cahiers d'acteurs de chefs d'entreprise qui disent effectivement qu'ils sont ravis et qu'ils espèrent encore plus. C'est normal, quand on a un bon chef d'entreprise, on a toujours envie que ça puisse se développer encore et encore, mais aujourd'hui on travaille déjà et on est très attentif à ça, et c'est aussi un des objectifs qu'a l'ANDRA dans l'avenir, si le projet est autorisé, de pouvoir, d'une manière respectueuse des règles de la concurrence, pouvoir faire bénéficier au maximum les entreprises locales en les accompagnant. On parlait de formation, et je termine sur ça, simplement parce que là aussi le calendrier est très important. Il y a, au travers du schéma interdépartemental de développement de territoire, un programme régional de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui a été pensé, imaginé et sur lequel on commence à travailler. Pourquoi le calendrier est important ? Parce que à quoi servirait de former des ingénieurs qui pourront par exemple travailler, ou des techniciens, ou des agents de maîtrise qui pourront travailler sur le site, alors que le site, dans le meilleur des cas, sera en exploitation en 2025. Former des gens aujourd'hui qui seront diplômés dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, ils vont aller partir ailleurs. Donc il faut aussi gérer ce calendrier-là par rapport aux besoins. La priorité sera de former, d'accompagner des gens qui sont peut-être déjà à l'emploi aujourd'hui pour les métiers liés à la construction. Et dans un second temps, et en parallèle, pour des métiers liés à l'exploitation. Mais il faut effectivement gérer là aussi ce calendrier. Ne pas démarrer trop tôt et surtout prendre le temps, vous l'avez dit, de la concertation et de la bonne définition des besoins et des formations à mettre en œuvre. Hugues Valentin. Alors moi je voudrais revenir sur le deuxième point de la question du maire d'Épisson, qui était la question des infrastructures. Comment le territoire bénéficiera-t-il des infrastructures qui sont projetées ? Et je crois que ça c'est une vraie préoccupation de l'ensemble des acteurs, aussi bien en termes d'eau par exemple ou de très haut débit, dans un dialogue, et là j'insiste sur la notion de dialogue avec l'industriel, parce que dans d'autres espaces ou dans d'autres régions, on a aussi des dialogues qui sont instaurés entre un industriel et son territoire proche, sur la manière dont ces infrastructures bénéficieront au territoire. Que ce soit en termes de haut débit, que ce soit en termes d'eau, et que ce soit aussi en termes de route. Ce qui est déjà le cas actuellement en termes de route, par exemple. La mairie de Joinville réagit à vos propos suite au travail de M. Valentin, qui à mon sens ne présente que les grandes lignes des efforts à accomplir. De quelle manière financière et en moyens d'ingénierie pensez-vous accomplir de façon concrète les investissements réalisés, que ce soit le logement ou les équipements sportifs et culturels, de façon à ne pas peser sur les fiscalités locales dans un territoire où les revenus sont très faibles? C'est Thierry Paquet, qui est adjoint à la mairie de Joinville, qui vous pose la question. Alors, deux éléments de réponse. Le premier, c'est que l'État s'investit aux côtés des collectivités locales dans cette affaire de développement du territoire. Premièrement, en prenant la responsabilité d'élaborer ce document, et puis deuxièmement, en renforçant ses moyens auprès de la préfète de la Meuse pour pouvoir suivre l'insertion territoriale du projet dans le temps. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, on revient sur la question de la vocation de l'accompagnement économique et des fonds destinés à l'accompagnement économique, puisque c'est bien cette vocation d'aider le territoire et les collectivités locales à s'équiper qui est derrière les fonds d'accompagnement qui ont été cités tout à l'heure avec les GIP.
Une réaction de Thierry Thuillier, de Bertrand Thuillier, oui. Je confonds avec un autre journaliste, pardon. Mais Bertrand Thuillier, notre expert. Les mots et la temporalité a son importance. Quand on regarde par exemple 2016, en 2016, donc il y a à peu près, 2012 actuellement, il y a 335 emplois pour le laboratoire. En 2016, il y en aura 400. Donc 2017, 2020, 2030, on aura de l'ordre de 2000 emplois, on ira même jusqu'à 2700 emplois, mais en sous-traitance pour la construction du laboratoire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2031, il n'y aura plus de laboratoire. Et donc à ce moment-là, on retombe à 500 emplois. C'est-à-dire que, en fait, pour une période aussi courte, c'est-à-dire de 2016 à 2031, on aura, il est vrai, un certain nombre de personnes. Ces personnes seront de la sous-traitance, parce que c'est bien détaillé. Monsieur Torres, vous pouvez vérifier. Donc, c'est bien des emplois de sous-traitance. Je vous rassure, je connais les chiffres. Voilà, vous voyez. Et donc, mais par contre, il y a une colonne qui avait été oubliée, c'est la colonne 2031. En 2031, ce qui se passe, c'est comme il n'y aura plus de laboratoire, ça veut dire qu'il y aura 380 personnes qui vont disparaître. Et donc, à ce moment-là, il n'y aura plus que les 500 personnes d'exploitation. Donc, ça ne fait que 100 personnes de plus par rapport à la période actuelle. Donc, évidemment, le développement, là, on voit que c'est plutôt de l'activité à très court. Alors, à l'heure actuelle, il est quand même important de préciser que le laboratoire est effectivement autorisé jusqu'à 2030. Pour autant, nous n'avons pas aujourd'hui, il n'est pas arrêté que le laboratoire terminera ou pas. Il est acté. Et c'est précisé, parce que je pense que vous avez fait l'effort de le lire, dans le projet de schéma interdépartemental du développement du territoire, justement d'utiliser les outils que sont le laboratoire, l'écotech, l'OPE, pour créer en fait une base de recherche, un pôle universitaire qui va permettre de travailler et qui permettra à tous les scientifiques qui ont envie de faire de la recherche de travailler sur différents sujets qui sont pour certains très éloignés du monde du nucléaire. Donc justement, nous avons là un très bon exemple de ce que certaines décisions politiques qui pourraient être prises sur le territoire pourraient conduire à bénéficier et à développer le territoire avec un apport de l'ANDRA sur ce sujet. Donc aujourd'hui, vous affichez des chiffres, des certitudes, alors qu'il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas pour la fermeture du laboratoire. Après, les chiffres que l'on donne effectivement pour l'exploitation sont très clairs. À partir de l'exploitation, nous sommes entre 600 et 1000 emplois directs sur le site, sans oublier les emplois indirects. Donc sur les chiffres, on est en phase. Hugues Valentin, vous voulez répondre à cette question également? Oui, tout à fait. Alors moi, je suis entièrement d'accord avec vous, M. Thuillier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne connaît pas le devenir du laboratoire après 2030, mais ça n'empêche que c'est une grande infrastructure de recherche. Je veux dire, ils sont rares, les laboratoires à 500 mètres de profondeur à l'échelle de la planète. Premier point. Et donc, vous parliez tout à l'heure de R&D, de recherche et développement, et donc d'excellence, quelque part dans le domaine. Je crois que là, on a la chance d'avoir la présence d'un grand équipement de recherche. Ça, c'est un premier point par rapport au laboratoire et à son devenir. Deuxième point, par rapport au chantier, oui, on a une phase qui est celle de 2016-2025. C'est ce qui s'appelle un grand chantier. On en connaît d'autres ailleurs. La région, on en a connu. Hein, le passage du TGV a créé un grand chantier. Sauf que c'est un grand chantier qui dure 8 ans. Donc c'est pas une mince affaire que d'avoir une augmentation de travailleurs sur un territoire, même pendant 8 ans, à la différence des chantiers que je citais précédemment. Donc oui, il faut avoir cette capacité à pouvoir organiser les différentes périodes. Alors, pour rebondir sur ce qui était dit tout à l'heure, dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sur le territoire, dans le dialogue qu'a l'industriel avec le territoire, eh ben, il fournit, il avance les spécificités dont il aura besoin en fonction de ces périodes-là. Et donc la flexibilité du territoire à pouvoir avoir une opportunité à saisir par rapport à ses besoins. Donc c'est ça qu'il faut pouvoir avoir en ligne de mire par rapport à ces chiffres. Et ne pas oublier également les emplois générés par les autres projets, les autres activités qui ont été mises en œuvre sur le territoire ou qui sont en projet, portées par les autres acteurs de ce projet, qu'il s'agisse d'EDF, du CEA ou d'autres. Alors on va essayer d'être plus précis, parce que là c'est un petit peu une discussion entre vous et je voudrais qu'on se recentre sur les questions qui nous arrivent par mail ou par SMS. Celle-ci par exemple qui revient plusieurs fois dans la bouche de plusieurs personnes, je vais essayer d'en faire la synthèse. Jean-Bernard Ergotte de Saint-Dizier qui nous dit « Durant la phase de travaux, quelles sont les mesures qu'envisage de prendre l'ANDRA vis-à-vis de ses sous-traitants, à savoir la maîtrise d'œuvre et les entreprises de chantier pour les inciter à recruter localement, susciter l'installation locale des équipes d'ingénieurs et de direction des
les opérations, domicilier le personnel de chantier dans les villes et villages aux alentours du site. Dans ces 3 cas, des clauses contractuelles sont-elles prévues? Ça complète avec une question de M. Courillon, qui est lui un Haut-Marnais, qui s'est expatrié à Paris pour son travail, qui dit: j'aimerais que 50% des emplois soient réservés au secteur local, mais dans tous les domaines, 50% des emplois hautement qualifiés, 50% des techniciens, 50% des ouvriers. Il faudrait limiter les emplois de travailleurs européens à 10% maximum. Cette zone est sinistrée. Quelles seront aussi les mesures qui seront prises pour former le cursus, les formations locales, le ramassage par bus? Et il nous parle jusqu'à l'organisation concrète de ce qui permet de faire vivre et y compris de faire manger les gens. Donc, la question de l'emploi et du recrutement local est au cœur de plein de questions. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Patrice Torres, pour l'Andra? Donc déjà, vous donnez quelques exemples de ce que nous faisons déjà. Alors évidemment, à une échelle différente, mais pour autant qui, je pense, répond parfaitement à la question. Alors il est évident qu'en tant qu'établissement public, nous avons des règles d'équité à respecter vis-à-vis de nos commandes et nos contrats. Par contre, on met des clauses déjà dans la plupart de nos contrats, et en tout cas dans tous les contrats qui nécessitent de la présence sur nos installations, des clauses pour juger de la valeur sociale des offres. Et en particulier, on a vu que ceci avait très bien marché également sur le grand chantier de l'EPR de Flamanville, puisque grâce à ce chantier, une bonne partie des demandeurs d'emploi locaux ont pu être accompagnés grâce justement à la formation et à l'anticipation des besoins que nous pourrions avoir sur ces chantiers pour faire en sorte qu'un maximum d'habitants de ces territoires puissent bénéficier de ces chantiers. Ensuite, évidemment, je dirais aussi que les marchés eux-mêmes font qu'il est plus intéressant pour une entreprise qui répondra à un de nos appels d'offres de répondre avec des opérateurs, des ouvriers, des collaborateurs qualifiés qui habitent le territoire plutôt que de déplacer des grandes masses de personnes, et ce que nous on appelle dans notre jargon les déplacements grand chantier. Donc tout ça passe effectivement parce qu'on a déjà abordé le programme de formation, d'accompagnement des entreprises locales à pouvoir répondre. Mais attention, il ne faut pas se leurrer, il y aura de toute évidence, et il faut que ce soit ainsi, des gens également qui viendront pour certaines spécialités, d'ailleurs, pour quelques mois, quelques années, participer à la construction. Et c'est normal, de toute façon, on a donné les chiffres. Le chantier en pic, on va dire que c'est 2300 à peu près collaborateurs. En exploitation, on aura besoin d'un millier de collaborateurs pour exploiter entre 600 et 1000 collaborateurs. Donc heureusement qu'il y a aussi des gens qui viennent d'ailleurs pour participer à la construction et qui repartiront le moment venu. Maintenant, sur l'accueil de ces populations et par rapport au fait qu'elles puissent résider dans les communes alentours, il est évident que nous imposons également dans nos marchés, dans les cahiers des charges qui seront établis, la présence des équipes d'encadrement, des ingénieurs, dès lors que c'est nécessaire localement, et c'est déjà le cas par exemple dans l'Aube, si vous venez quand on a une phase de construction de chantier, tout ce qui est maîtrise d'œuvre, études, y compris pour une bonne partie les plans, sont réalisés localement par des gens qui travaillent sur le site, et en jugeant la valeur sociale de l'offre, ça nous permet de vérifier justement les conditions d'accueil de ces collaborateurs. Ce que l'on souhaite éviter, et c'est déjà le cas, on l'évite grâce à un travail avec les territoires, avec les élus, avec les professionnels de l'accueil. On ne souhaite pas avoir des gens dans des caravanes, dans des bungalows ou autres qui s'installent sur les terrains. Donc il faut travailler sur la capacité du territoire à recevoir sur des périodes de plusieurs mois à plusieurs années, mais temporairement, une partie de ces travailleurs, soit dans des campings identifiés, soit dans de l'habitat meublé. J'en profite pour vous lire ce mail qui nous vient de Cédric Paillard de l'IFOL Le Petit. C'est presque une petite annonce. Entrepreneur en construction métallique, je souhaiterais que mon entreprise participe à la réalisation de ce projet. C'est très bien, mais je profite de l'émission pour l'inviter dès la semaine prochaine justement à la rencontre annuelle Devenez un prestataire de l'Andra. Donc c'est le 7 novembre et ça se passe sur les centres de l'Aube. Donc je prendrai les coordonnées de ce monsieur et je l'appellerai personnellement pour qu'il puisse y participer. Gilles Gaulier de la communauté de communes Val d'Ornois, vous vouliez réagir? Oui, tout à fait. Justement sur le nombre de personnes qui vont venir travailler sur les chantiers, donc à partir de 2017 voire 2019, que on se retrouve entre 1300 en montée en puissance jusqu'à 1200 personnes, évidemment, il faut bien trouver quelque chose pour loger ces personnes d'une manière ou d'une autre. Donc on a une politique du logement qui est rentrée, une politique de l'habitat dans le sens de créer des gîtes, de créer des campings, de créer de l'accueil pour la population. Donc nous on dit on veut bien recevoir les gens, on est prêt à les accueillir, on veut bien les évacuer. On a la force pour pouvoir
loger toutes ces personnes. Bon, par contre, il faut faire un petit peu attention de ne pas construire trop fort dans un certain sens pour loger 2700 personnes, qu'en 2025, il y en a quand même quelques-uns qui vont partir. Mais par contre, nous avons quand même une population importante qui devrait rester sur notre territoire. Quand je dis notre territoire, il ne faut quand même pas se leurrer. Il y a quand même un territoire, il faut dire, à 50 km à la ronde, je suppose. Puis entre les gens qui vont travailler, qui ont des enfants qui vont au lycée, qui vont habiter plus loin, les enfants qui vont au collège, qui vont rester sur notre territoire, et un primaire surtout sur notre territoire. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais on a quand même une petite difficulté justement par rapport au lycée. Donc c'est pour ça que je suis bien content aussi que la région se réveille et pense un petit peu à nous sur le territoire. Bon, même si c'est la région Champagne-Ardenne, je pense que la région Lorraine peut en faire autant, surtout sur les lycées, de faire un effort de gestion des lycées sur les territoires qui vont accueillir la population. Patricia Andriot, sur les lycées aussi. Alors, également. Oui, deux remarques, enfin trois, avec la question des lycées et une question. La première remarque, je pense qu'il faut quand même être précis sur les chiffres et éviter de parler des milliers d'emplois, comme vous le faites assez souvent, quand on est sur des étiages de 600 à 1000 emplois. Bon, il faut faire attention, je crois. La deuxième chose, parce que très concrètement, ça n'évoque pas la même chose dans la tête des gens, et je pense que, vu la situation de l'emploi, pour le coup, on n'a pas le droit de leurrer là-dessus. La deuxième chose, c'est que vous le dites vous-même, pour une partie non négligeable de l'emploi, on est bien sur de la sous-traitance, sur des gens qui viendront ponctuellement, même si vous travaillez aux conditions d'accueil. Donc on est sur ce qu'on appelle des célibataires géographiques. C'est d'ailleurs écrit, je crois, avec ces termes dans certains rapports, dont on sait, toutes les études économiques montrent qu'il y a une faible valeur ajoutée en termes d'économie résidentielle. Donc là aussi, je pense qu'il ne faut pas vouloir survaloriser les retombées économiques de ce projet pour faire accepter le projet à la population. Ça me semble très important, c'est une question d'honnêteté intellectuelle. Donc je pense qu'il faut faire attention. Sur la question la population locale a déjà accepté cette phase. Elle est d'accord qu'il y ait du travail qui arrive sur le secteur. C'est du travail de la population. C'est prévu qu'on embauche nos chômeurs, parce qu'on est quand même sur une localité. On voit que c'est relatif, l'embauche. On voit que c'est pas si simple que ça. La question de l'adéquation entre les besoins générés par le projet et les réponses locales. Troisième remarque avant de venir à la question, c'est la question sur les lycées. D'abord, j'apprécie pas bien de dire on attend que la région, on est content d'apprendre que la région se région. La région attend d'être sollicitée. Je redis, c'est un projet duquel jusqu'à présent les régions ont largement été exclues en termes de retombées économiques et en termes parce qu'il y a un sujet qu'il faudra remettre en perspective quand on parle d'emploi, revenir à ce qu'a évoqué Bertrand Tullier au départ, la question des échelles et des pas de temps sur les retombées emploi et sur les retombées pour les filières économiques globales. Bon, je pense qu'il y a des questions là-dessus, mais il faudra y revenir. À mon avis, c'est très important. Je reviens quand même au débat plus concret sur lequel on était. Une question, je comprends toujours pas très bien comment ce qui a été promis il y a 10 ans, qui a des difficultés à se réaliser. Et c'est comme ça parce que les processus d'adéquation, besoin d'emploi, offres sont très difficiles, vont se réaliser du jour au lendemain, alors qu'on voit que quand même l'anticipation est difficile, ou si je vois bien la réponse qui est pressentie, c'est il va falloir que les collectivités mettent au pot pour accompagner. Et c'est des coûts publics. J'ai entendu, moi, les opérateurs, EDF, CEA, Areva, qui disent on a déjà fait beaucoup d'efforts économiques dans l'accompagnement. Si on veut que ce soit les entreprises locales qui aient les marchés, si on veut la réponse formation, c'est aux gens dont c'est la compétence de financer ça. Donc encore une fois, ne mettons pas en avant des retombées économiques là où ça représente déjà des coûts budgétaire. Oui. Bertrand Tullier, vous voulez réagir à ça? Je pense que Patricia a tout à fait raison et je crois qu'il faut être sérieux au niveau des chiffres. Et quand, Monsieur Valenton, vous avez très récemment, dans l'article de l'Est républicain, dit qu'il fallait prévoir l'arrivée de 3000 ménages. Donc, moi, si je calcule bien, en faisant une addition, une soustraction, 3000 ménages, c'est plus que le nombre d'emplois qui sera créé. Donc, ça veut dire qu'on va créer du chômage à Haute-Marne et en Meuse? Attendez, je comprends pas. De l'emploi indirect. Ah non, mais attendez, c'est 3000. Je voudrais revenir sur les chiffres précis. Il faut être réaliste, il n'y aura pas plus. Un petit point sur les chiffres. Avec sur les chiffres précis, on a d'une part des emplois directs, qui sont ceux qui sont ciblés par l'ANDRA dans le cadre de son installation, et qui sont de 1300 en phase d'exploitation 2025. Phase chantier, j'en ai parlé tout à l'heure, il faut distinguer les choses. Donc la phase chantier 2016 à 2025, 2300 emplois en fonction des différentes phases de chantier avec un pic 2020-2030. 2002-2003, pardon, excusez-moi. Ça, ce sont des chiffres d'emplois directs.
À ça, il faut ajouter les emplois indirects ainsi que les emplois induits. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'économie résidentielle, c'est-à-dire que là, c'est pas une question de débat, c'est une question comme dans tous les territoires. Un revenu génère des revenus sur le territoire en fonction d'un coefficient qui est à déterminer en fonction de la valeur des salaires. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a affaire à des revenus qui sont des revenus privés. Donc ça, c'est pour être précis sur les chiffres et par rapport à l'emploi. Donc quand on dit un nombre de ménages qui sont impactés, alors en sachant qu'il y en a une part qui vont trouver chaussures à leurs pieds localement, hein, c'est-à-dire que c'est pas 2 à 3 000 ménages qui arrivent du jour au lendemain sur le territoire. C'est un nombre de ménages qui sont impactés, que ce soit en emploi direct, indirect ou induit. Sur la question des célibataires géographiques, je crois qu'il ne faut pas fustiger plus particulièrement des célibataires géographiques ou d'autres, ou des familles ou d'autres types de catégories socio-professionnelles. Ce qui est certain, c'est que, en effet, ce qui a été analysé dans le cadre du laboratoire, c'est que les travailleurs qui venaient travailler sur le laboratoire, ils avaient des parcours résidentiels où au début, ils venaient comme célibataires géographiques avant d'avoir une visibilité sur leur investissement familial local et puis accessoirement sur leur contrat de travail et voir si le boulot leur plaisait, ce qui est la vie. Donc, si à un moment donné, il y a eu des célibataires géographiques, et s'il y en a encore, c'est parce que chacun n'a pas trouvé forcément chaussures à son pied pour vivre là où il était. Moi, ce qui m'importe aussi dans la mission qui m'a été confiée, j'ai fait le tour de l'ensemble des maires dans les villages et puis dans les villes moyennes et puis de l'ensemble des élus. Chacun veut en effet maintenir en vie son village en vie. Je mets des guillemets, c'est-à-dire que aujourd'hui on est dans le nord Haut-Marnais et dans le sud meusien, dans des territoires qui sont globalement en déprise. L'arrivée, ou en tout cas l'apport de ménages par Cigéo ne fera que atténuer la déprise. Donc, on n'est pas dans une logique où on laisse voir des jours qui chantent. On reste toujours en déprise. Donc, atténuation de la déprise. Dernier point par rapport à ça, c'est sur la domiciliation, qui est aussi une question qui a été posée, et où les travailleurs de Cigéo vont-ils s'implanter ? Eh ben, les travailleurs de Cigéo, il y a aussi des spécificités pour compléter ce que disait M. Torres, c'est-à-dire que il y aura également des collaborateurs de Cigéo qui seront d'astreinte, qui seront avec un contrat où ils devront être présents en moins d'un quart d'heure sur le site, et donc ça nécessite une répartition qui soit assez proche du centre, comme il y en aura d'autres qui seront plutôt attirés par des centres plus urbains pour pouvoir investir leur logement famille. Voilà ce que je voulais dire par rapport aux quelques points qui ont été abordés. Alors,